avant de décéder, il est évident que les personnes ont souffert. Alors ça ne se voit pas histologiquement, mais ça se ressent, ça transpire. Il y avait plus de 120 coups de couteau sur un enfant de 8-10 ans. Parce qu'il y a bien des dossiers, et j'en ai encore eu cette semaine, où effectivement, tous les premiers signes, toutes les premières analyses laissent à penser qu'il peut y avoir un homicide qui a été masqué après par un incendie. Je trouve que par moment, quand les prélèvements sont très altérés, il y a presque l'odeur de la mort qui reste sur les mains, qui passe à travers les gants. On est ici à l'IHP Group, donc qui est spécialisé en anatomie et cytopathologie, donc ce qu'on appelle l'anapath. Ouais. C'est une spécialité qui est peu connue du grand public. Absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait en quoi ça consiste, l'anapath? Alors, l'anapath, c'est effectivement une spécialité qui n'est pas connue. Il faut comprendre que c'est d'abord une spécialité médicale. Un anapathe, c'est l'acronyme de anatomo-cytopathologiste, comme tu l'as dit, effectivement, mais c'est avant tout d'abord un médecin qui a fait une spécialité, tout comme tu pourrais être dermato, oncologue, chirurgien ou choses comme ça. Donc à l'issue d'un concours national, on choisit sa spécialité et tous mes associés qui sont ici présents, ce sont des médecins qui sont spécialisés en anatomie pathologique. Donc c'est une spécialité médicale à part entière. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait au quotidien ? Alors, notre métier, c'est effectivement, comme tu peux le voir à côté, on travaille au microscope de façon quotidienne et on va analyser des tissus, justement pour essayer de déterminer des lésions, de retrouver des lésions et à partir de ces lésions, poser véritablement un diagnostic. C'est ce qu'on appelle un diagnostic histologique. C'est ce diagnostic histologique qui va signer de façon formelle, de façon factuelle, un diagnostic. Ça peut être bénin, malin, un cancer, pas cancer, une lésion inflammatoire, bref. Ce prélèvement, il arrive dans nos laboratoires, dans notre institut, si tu veux, pas forcément comme ça du jour au lendemain. Souvent, il y a une histoire derrière, ce qu'on appelle l'histoire de la maladie. Ce sont des patients qui ont des symptômes, des signes, ils se réveillent un matin, ils touchent une boule à l'autopalpation au niveau du sein. Donc derrière, ça va déclencher des consultations chez des médecins, d'abord généralistes, puis après spécialistes. Et puis après, il va y avoir une première série d'examens qui va être réalisée, et dont ces fameux biopsies. L'anapath, c'est une analyse tissulaire. On n'est pas sur le sang, on n'est pas sur la biologie, on est vraiment sur l'analyse des tissus. Donc on va recevoir ces prélèvements qui sont réalisés, ils sont techniqués, et après si tu veux je pourrais te montrer comment ça fonctionne ici au laboratoire, comment on technique un prélèvement. Et une fois que le prélèvement est techniqué, préparé, nous médecins, nous allons interpréter ce qu'on appelle faire une lecture histologique au microscope, justement pour essayer de retrouver tous ces signes qui vont nous permettre de conclure à un examen, à un diagnostic final de cancer, pas cancer. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, le compte-rendu, il va retourner à celui qui a fait l'examen, c'est-à-dire au radiologue, à l'oncologue ou au chirurgien. Et avec ce diagnostic, ils vont pouvoir adapter une thérapeutique justement pour le ou la patiente. Donc on est comme à peu près au cœur du sablier où avant il y a plein d'examens qui sont réalisés avec l'histoire de la maladie. Au cœur du sablier, il y a l'anapath qui va poser le diagnostic. Et une fois qu'on a posé le diagnostic, on va être sur le versant thérapeutique. Notre rôle est terminé. On aura donné tous les éléments nécessaires au thérapeute pour pouvoir adapter la meilleure thérapie possible pour le ou la patiente. Voilà, ça c'est notre quotidien. Enfin, on en parlait tout à l'heure aussi. C'est une spécialité qui est encore très manuelle. Oui. Vous devez découper, mesurer. Absolument. C'est le travail fondamental de l'anapath. Alors, quand c'est des petites biopsies, au début du diagnostic, effectivement, ce sont des petits prélèvements qui sont très vite techniqués, mesurés, bon, bien sûr. Mais une fois que la thérapeutique est mise en place, on reçoit toujours dans un second temps la pièce opératoire. Le patient est opéré. Et ce second temps est encore une fois fondamental puisqu'il va, confirmer ce qu'on a vu sur la biopsie initiale, mais il va cette fois-ci donner d'autres éléments de réponse. Est-ce que l'exérèse est complète? Quelle est la taille de la lésion? D'autres critères aussi que j'ai dit, éventuellement d'immunohistochimie ou de biologie moléculaire, qui vont d'adapter dans un second temps encore un peu plus la thérapeutique et surtout la surveillance après de ou la patiente. Voilà. Donc on a effectivement ce travail très manuel où sur les pièces opératoires, on va être à une paillasse, on va ouvrir, découper, peser, mesurer, tous ces critères après qui seront retranscrits et reposés sur nos comptes rendus anapath. On ne peut pas prendre une pièce opératoire, la mettre dans une machine, appuyer sur un bouton et avoir un résultat. En anapath, c'est pas possible. Okay. Donc là, si on parle de l'IHP Group, vous êtes une cinquantaine de médecins, c'est ça? Absolument. D'accord.
Donc toi, tu fais partie du CODIR, tu es associé. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est formé le groupe et combien vous avez de labos en France? Alors, IHP Group, IHP c'est l'acronyme d'Institut d'histopathologie. L'Institut d'histopathologie, on est ici sur le site de Nantes, qui est le site historique, qui est le creuset de l'IHP Group. C'est une institution qui est régionale sur les Pays de la Loire, qui a plus de 50 ans. On a fêté les 50 ans de la structure récemment, et donc voilà, elle existait bien avant que j'arrive, elle existera bien après moi. C'est surtout un laboratoire qui a toujours essayé d'être dans l'innovation, que ce soit en anapath ou aussi dans d'autres domaines. Je te parlais de la biologie moléculaire à l'instant, mais actuellement, effectivement, nous avons une équipe de médecins qui est totalement dédiée à tout ce qui est intelligence artificielle, justement pour développer de façon concertée avec une entreprise qui s'appelle Diadip, tout ce qui est possible de mettre en place sur l'intelligence artificielle. Donc tout ceci est effectivement pour l'instant géré et aux mains des pathologistes, des anapathes, donc c'est une entreprise qui est 100% libérale, avec à la tête le docteur Chetrit qui dirige et qui préside le groupe depuis un certain temps et qui est vraiment à l'initiative, du développement du groupe. Pourquoi tu as fait ce choix? Pourquoi j'ai fait ce choix? L'anapath est une spécialité très vaste. Être bon dans tous les domaines de l'anapath, c'est pas possible. Donc on a tous un dénominateur commun qui nous permet de répondre à tout à chacun, tous les examens qui nous sont communiqués de façon quotidienne au laboratoire. Mais effectivement, il y a des fois on ne sait pas. Alors on va montrer à nos confrères pour avoir des avis. Et ça veut dire que quelque part, on a tous un domaine de compétences. Moi, très vite, durant mes études de médecine, quand j'ai été interne en anapath, j'ai fait ce choix, j'avais cette volonté de me surspécialiser en médecine légale, donc en anapath médico-légal, parce que j'ai commencé à entrevoir ça du coin de l'œil, puisque quand on est interne en anapath, forcément on commence et on fait des autopsies qui ne sont pas médico-légales, mais qui sont des autopsies scientifiques, qui sont demandées bien souvent par les familles ou par les hôpitaux, justement sur des morts naturelles, pour essayer de comprendre un peu mieux les phénomènes du décès ou de la mort. Et quand on est anapathe, justement, on fait de ces fameuses autopsies scientifiques. Mais dans SAC CHU, il n'y a qu'une seule salle d'autopsie. Et en faisant ces autopsies scientifiques, j'ai été amené à me confronter ou à rencontrer effectivement ces autres autopsies qu'on appelle médico-judiciaires ou médico-légales. Et là, ça a suscité mes interrogations et presque pas mon émerveillement, mais tout au moins mon intérêt. D'accord. C'est donc pour qu'on comprenne, donc tu as réalisé, maintenant tu n'en réalises plus, mais tu réalisais avant des autopsies. Oui. Comment ça se passe une autopsie? L'autopsie, c'est un moment particulier, c'est un moment, je dirais presque hors du temps, où effectivement, comme dans toute mission, on a une mission à réaliser. Alors on ne décide pas tout seul de faire une autopsie, hein, c'est dans un cadre juridique. Effectivement, le terme médico-légal prend tout son sens, parce que on est à l'intersection justement du milieu juridique et du milieu médical. Les autorités judiciaires ont besoin des médecins pour réaliser des missions médico-juridiques. Donc effectivement, on se retrouve tous dans cette salle, qui est cette fameuse salle d'autopsie, devant un corps qui renferme encore tous ses secrets et pour lequel le rôle du médecin légiste devra justement mettre à nu ses vérités, ou tout au moins essayer de retrouver ses vérités. Et on arrive effectivement, donc je disais, à un moment où presque solennel, hors du temps, où il y a les médecins légistes, souvent il y a 2 médecins légistes opérateurs qui eux vont véritablement faire l'autopsie. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont là autour, qui ont chacun une tâche qui est clairement définie, que ce soit la personne qui est là pour prendre des notes, pour assister le légiste qui va décrire les choses, qui a besoin que le moindre hématome, la moindre échymose soit notée, mesurée, enfin voilà. Donc ça, je dirais, c'est véritablement l'environnement pur. Et puis après, il y a aussi toute cette ligne juridique qui est présente, qui est souvent représentée par des officiers de police judiciaire, qui sont l'autorité présente justement pour eux aussi faire leurs analyses, leurs constatations. Et l'autopsie se déroule en présence de toutes ces personnes-là. Il ne faut pas oublier qu'au milieu de tout ça, il y a une victime. Et c'est important puisqu'on est tous là justement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de rétablir la vérité justement pour cette victime. On est dans une démarche évidemment judiciaire où on est sur les faits.
Parce que tu disais que donc il y a certaines questions où vous ne pouvez pas y répondre, par Oui. exemple l'heure précise d'une Absolument. mort. Ouais. Ça, c'est pas possible. Est-ce que, par exemple, tu peux dire si le décès a été rapide? Euh, c'est une question qui revient souvent au procès d'assises, parce qu'effectivement, quand on est expert, après, une fois qu'on a fini toute cette boucle d'expertise, régulièrement, on va au procès d'assises et on est confronté aux mêmes questions que tu me poses à l'instant, sur ces fameuses questions de durée d'agonie, ou est-ce que la mort est survenue de façon brutale ou pas. L'anapathe peut apporter certains éléments de réponse, mais ce n'est pas que moi. Déjà, il y a toute l'histoire qui va raconter, qui va dire si effectivement la mort est survenue de façon brutale, les commémoratifs. Il y a le légiste qui va décrire les lésions. Effectivement, lorsqu'on voit des lésions, des polytraumatismes ou des choses comme ça, effectivement, on peut imaginer, ça laisse à penser qu'effectivement la mort peut survenir de façon brutale. Tu me disais aussi que tu arrivais, même donc, sur des prélèvements, à voir la souffrance de la victime. Par exemple, sur des féminicides, tu me disais que tu avais beaucoup de féminicides, que tu pouvais voir les séquelles sur le cerveau qui montraient le déchaînement de la violence. Alors, c'est pas qu'on voit, Mhm. c'est pas quelque chose qu'on voit sur la lame au niveau histologique. Mais quand effectivement, on reçoit différents prélèvements sur des morts traumatiques ou effectivement des féminicides, puisque tu en parles, personnellement, moi, je suis toujours interpellé de voir effectivement l'étendue des lésions sur ces dossiers-là, sur ces cas-là. Ce sont des histoires qui sont douloureuses. Alors oui, on a effectivement un rôle vraiment scientifique, d'expertise, mais ça nous interpelle quand même. On reste humain, on voit les choses. Et c'est en ça où on ne peut qu'imaginer la violence des gestes et des faits pour observer sur ces cerveaux ou sur d'autres lésions, ces lésions qui sont massives, diffuses, parfois des cerveaux qui sont complètement ensanglantés, ou des yeux, par exemple, et ça c'est exceptionnel bien sûr, hein, on est sur l'exceptionnel, sur des enfants qui ont été secoués ou battus, où on voit des hémorragies rétiniennes. Donc on va faire notre travail, on va prélever tout ça, mais personnellement, humainement, tout ceci, moi, m'interpelle beaucoup. Et effectivement, c'est en ça où on voit la violence, le déchaînement de la violence, et donc la souffrance de la victime. Avant de décéder, il est évident que les personnes ont souffert. Alors ça ne se voit pas histologiquement, mais ça se ressent, ça transpire. Lorsqu'on voit des plaies par arme blanche, même une plaie par arme blanche, c'est-à-dire blanchie par couteau, la personne rarement décède véritablement sur le champ. Il y a toujours un laps de temps qui peut être de quelques minutes, mais pendant ces quelques minutes, la victime a forcément été consciente, a compris ce qui lui se passait, et a compris certainement ce qui va lui arriver, c'est-à-dire je vais mourir. Et quand on voit ces plaies, parfois multiples, voilà, moi ça m'interpelle beaucoup. Et c'est en ça où effectivement, je pense qu'on peut ressentir cette souffrance et cette violence. J'ai en mémoire une des premières expertises que j'ai fait très tôt, ça fait 20 ans que je fais des expertises, et c'était une des premières et elle m'a encore marqué, je me souviens très bien, c'était sur je ne sais plus si c'était une jeune fille ou un jeune garçon, bref, 8-10 ans, et j'avais pour analyse le grill costal devant, et il y avait plus de 120 coups de couteau sur un enfant de 8-10 ans. Et quand on voit ça, quand on a le grill costal sur sa paillasse, ou sur lequel il faut décrire les lésions, je trouve que c'est quelque chose qui est... alors certes, c'est médical, c'est médico-légal, mais la violence est là, quoi. On imagine ce qui s'est passé, quoi. C'est quelque chose de... ça m'a marqué. Et comme ça ne suffisait pas, la personne, la mise en cause, hein, a aussi tranché la gorge de cette jeune victime. Et j'avais non seulement le grill costal, mais j'avais aussi le larynx qui était complètement sectionné. Et voilà, ça c'est ce genre d'expertise, effectivement. Alors c'est pas des dossiers médiatiques, c'est pas des choses qui sont... mais ça nous marque. Donc voilà. Donc on revient à des choses... après on reprend, on fait notre métier, on fait notre mission, on remplit notre mission, et on se dit, je ne fais pas un travail pour rien, parce que ce que je fais là, c'est évidemment... la manifestation de la vérité est importante, mais derrière, il y a des parents qui veulent des réponses.
Mais je ne la porte pas tout seul, hein, bien sûr, on est plusieurs, hein, tu as bien compris, il y a les autres experts, il y a les médecins légistes, mais malgré tout, dans son domaine de compétence, dans mon domaine d'expertise, on apporte des éléments de réponse. Et donc, en apportant des éléments de réponse, on apporte un petit élément de la vérité. Et ces éléments de vérité, et c'est comme ça que je vois ma mission, le rôle de ma mission d'expert, c'est que je me dis quelque part, ça va permettre aux familles derrière. Et c'est pour ça que, quand je te décrivais l'autopsie, il ne faut pas oublier qu'il y a une victime. Une victime, c'est comme un patient. Ça va permettre aux familles de faire leur deuil et de passer peut-être à autre chose, quoi. Donc on a, au-delà du rôle médico-légal, on a aussi un rôle pour tout ce qu'on ne voit pas derrière. Les familles, les gens qui se posent des questions, et voilà, à partir du moment où quand ils auront accès à ces expertises qui seront rendues, auront des réponses à leurs questions. C'est très important. Ça, c'est... En fait, ce que tu m'avais raconté, c'est que bon, le cerveau, c'est naturellement protégé, c'est naturellement beau, Oui. et que du coup, tu arrives à voir finalement toutes les lésions, des caillots dans le cerveau qui montrent, en fait, le déchaînement de violence sur la victime. Oui. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut arriver à, je pense, à prendre de la distance. Bien sûr. Et arriver à juste porter un œil scientifique sur... Absolument. Et on est fait pour ça, on est formé pour ça. Notre expérience, notre expertise fait que voilà, c'est notre métier. On n'a aucune difficulté à le faire. Je ne dis pas qu'on le fait de façon quotidienne, mais je réponds d'expertise quotidiennement. Donc ça veut dire que derrière, en amont, j'ai un travail de prélèvement, des prélèvements qui sont issus d'autopsie médico-légale, vu que c'est moi qui suis réquisitionné, avec moi qui peux les faire. Donc effectivement, on a une certaine habitude. Donc oui, pour en revenir à ces cerveaux ou tout autre organe, hein, malgré tout, souvent ce sont des organes nobles qui sont naturellement bien protégés. Et voir toutes ces lésions, encore une fois, on revient sur le déchaînement de violence qu'il y a pu y avoir à un instant T, quoi. Mais c'est comme le médecin légiste qui arrive sur son autopsie. Il est dans son élément, il est dans sa mission. Un soldat, quand il est dans sa mission, il est là pour réaliser quelque chose. Après, il va en débriefer. Après, il va pouvoir en reparler. On peut faire un parallèle sur bien des métiers, pas que sur la NAPAT médico-légale. Donc, d'abord la mission, et après, effectivement, on peut parler de l'émotionnel ou de l'émotif ou pas. Ça, c'est propre à chacun. Toi, dans ta carrière, tu n'as jamais tourné de l'œil, tu n'as jamais vomi Non, parce qu'en fait, les choses se font très progressivement. Interne à NAPAT, on commence par faire des autopsies scientifiques. Et puis, on n'y va pas tout seul. On est interne, on est étudiant. Donc, on y va avec des médecins qui sont seniors, des gens qui, eux, vont faire. Au début, on est observateur. Et après, on devient petit à petit opérateur. Et une fois qu'on a fait ça, l'histoire naturelle fait que, il y a un moment, on va les faire tout seul. Et puis, quand on a l'habitude d'en faire un peu tout seul, on va apprendre aux jeunes à en faire. Et donc, il y a un vrai compagnonnage. Et les choses se font très progressivement. Jusqu'au moment où, et là, c'est un choix personnel, on va basculer dans le médico-légal. Là, c'est un autre sujet. C'est plus une autopsie scientifique, c'est une autopsie médico-légale. Et là, on entre sur ce fameux domaine où, dans cet univers de la mort, où effectivement, les choses peuvent être totalement différentes. Alors, effectivement, parfois, j'ai souvenir d'autopsies qui étaient plus compliquées parce que, effectivement, les corps étaient très altérés, putréfiés, pas forcément bien odorants, on va dire. Mais malgré tout, voilà, encore une fois, on revient sur le sujet principal. On a une mission à accomplir. Donc, on y va. Ça, tu disais, il y a un certain guérissement à avoir. Voilà. Pour des cas qui sont de plus en plus difficiles, quoi. Voilà, effectivement, voilà, ça fait partie des choses. On a une certaine carapace qui se met en place. Oui, effectivement, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des cas où vraiment tu n'arrives pas à dire quelle est la cause de la mort? Oui. Est-ce que c'est parce que c'est une infection que vous n'avez pas vue, une pathologie que vous n'avez pas vue, même malgré une analyse microscopique? Oui. Ça vous arrive? C'est très frustrant. Parce que malgré tout, même si on va mettre tous les moyens possibles, et la structure ici, comme tu pourras le voir après dans les services techniques, l'IHP est une structure qui a tous les moyens possibles pour pouvoir faire les meilleurs examens NAPAT possibles. Malgré tout, il y a des fois, lorsqu'on fait tous les prélèvements, qu'on les analyse,
qu'on va reprélever une deuxième fois, parce qu'on se dit, tiens, est-ce que j'ai peut-être pas assez prélevé? N'oublions pas que ce que je prélève, c'est ce que je vois. Donc si je ne vois pas, est-ce qu'il ne faut pas que je reprélève? Donc il y a des fois, je retourne sur certains organes parce que j'ai besoin de reprélever. Et ben au final, on ne répond pas aux questions. Et ben c'est un fait, de ne pas pouvoir répondre aux questions. Ceci dit, en anapathie, on est sur l'organique. Ce que je veux dire par là, effectivement, une plaie, c'est une plaie. Ça va être une rupture, une perte de continuité, on va avoir des choses comme ça. Mais parfois, la mort peut survenir aussi sur des troubles fonctionnels. Un trouble du rythme au niveau du cœur. Le cœur s'arrête de battre pour X raisons. Il va s'arrêter de battre. Et donc, il va induire un décès. Mais après, au niveau du cœur, on peut ne pas retrouver des choses. Donc, ça n'empêche que, même si nous, anapathes, on ne retrouve pas forcément des lésions au niveau sur nos lames, on va quand même ouvrir d'autres portes. On va dire, oui, je ne vois rien. Mais malgré tout, est-ce que ce n'est pas une origine toxique? Peut-être des drogues, des médicaments ou des choses comme ça. Et donc là, on va basculer sur les experts qui auront un autre rôle. Mais nous, on va fermer certaines portes. Ce n'est pas pour autant qu'on va fermer toutes les portes. On va en ouvrir d'autres en disant le côté négatif de la chose va permettre de plutôt s'orienter après sur d'autres choses. Origine toxique, origine médicamenteuse, un trouble fonctionnel myocardique du cœur, par exemple. Donc tout ça va, le fait de dire il n'y a pas, 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 et bien au final, même si on ne répond pas à la question, qui pour moi quelque part frustrant, on répond indirectement à d'autres questions, en disant peut-être essayez de voir sur les autres expertises sur lesquelles vous auriez demandé, qui eux auront peut-être la clé, la solution. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail complémentaire. Tu écartes certaines hypothèses, tu en proposes d'autres. Voilà, absolument. Et par contre, est-ce que tu arrives à dire si la mort a été naturelle ou c'est une mort suspecte? On parlait par exemple d'un jeune qui décède. On peut se poser la question si c'est pas une mort suspecte. Mais lorsqu'il y a la découverte d'une personne qui est décédée, d'un cadavre, il va y avoir un médecin légiste qui va arriver pour une levée de corps, ou d'abord peut-être un médecin généraliste, quand ça se passe en dehors de l'hôpital, bien sûr, qui va constater la mort. Et c'est ces premiers intervenants qui vont commencer à dire « Tiens, pour moi, c'est naturel ou pas naturel ». Et si ce n'est pas naturel, ils vont mettre un obstacle médico-légal. Donc après, il y a toute la chaîne criminalistique qui va se mettre en place. Ce n'est pas forcément l'anapathe qui va pouvoir dire naturel ou pas naturel. Cette question sera posée déjà en amont par bien d'autres personnes. Que ce soit, par exemple, le médecin légiste qui va sur une personne qui était découverte décédée à domicile. Que ça va être sur une personne qui dit « Tiens, mon voisin, ça fait 5 jours que je ne l'ai pas vu, mon voisin de palier, il n'y a pas de lumière, les volets ne bougent pas, ça commence à avoir une odeur, ils vont appeler les pompiers arrivent, ils vont découvrir quelque chose. » Un corps qui a été découvert dans un incendie de la maison sera forcément examiné à un moment. On va retrouver un corps dans un incendie de maison, le légiste va arriver sur place, il va faire son analyse et sa levée de corps. Et c'est lui qui va dire naturel ou pas naturel. Parce qu'il y a bien des dossiers, et j'en ai encore eu cette semaine, où effectivement on peut... tous les premiers signes, toutes les premières analyses laissent à penser qu'il peut y avoir un homicide qui a été masqué après par un incendie. Pareil pour une personne qui va se suicider, pareil une personne qui va se pendre. Il va y avoir une analyse, une levée de corps, et le légiste va dire ou pas effectivement oui c'est un suicide, ou non c'est pas un suicide, on l'a suicidé quelque part. Donc naturel, pas naturel, c'est une question qui est totalement légitime et prégnante, mais qui n'est pas forcément du rôle de l'anapathe. Donc toi, tu arrives quand même à voir sur un prélèvement, finalement, tu arrives à innocenter des gens, tu arrives peut-être à... Alors, j'ai pas cette prétention d'innocenter ou d'inculper, parce que déjà, c'est pas mon rôle, c'est pas ma fonction, je pense qu'il y a des magistrats qui sont là pour ça. Nous, notre rôle, ça va être, encore une fois, d'être factuel, d'apporter des éléments de réponse. Les deux grandes questions qu'on nous pose souvent dans les procès d'assises, et de toute façon c'est ce qui est retranscrit dans les missions qui nous sont confiées, c'est description des lésions, analyse des lésions. Est-ce que ce sont des lésions qui sont ante ou post-mortem, qui sont devenues du moment de la victime ou après le décès de la victime, et ces fameuses questions de datation. Donc effectivement, en fonction des commémoratifs, donc tout simplement cette analyse de situation qu'on a avant, on va analyser nos prélèvements, et déjà le légiste aguerri
pressent certaines choses, ils voient certaines choses. On ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, lorsqu'il y a des fractures ou des choses comme ça qui sont d'aspect hémorragique ou des choses comme ça, laissent à penser que ce sont des lésions qui sont survenues du vivant de la victime. Lorsqu'à l'inverse, on a des fractures ou des mobilités anormales au niveau des os ou des choses comme ça qui sont complètement, pas blanches, mais pas de lésions hémorragiques ou pas d'autres éléments, il va s'orienter vers des lésions post-mortem. Tout ça c'est prélevé, ça va arriver ici en anapathe. Nous, on va avoir un œil beaucoup plus profond. On va regarder au niveau microscopique. On va regarder au niveau tissulaire. Donc effectivement, je vais pouvoir voir s'il y a ces fameuses infiltrations hémorragiques dans les tissus. Est-ce qu'il y a une réaction inflammatoire physiologique qui se met en place après chaque lésion? Lorsqu'on se fait une petite lésion, nous, quotidiennement, un bleu, effectivement, les choses naturelles font que la cicatrisation se met en place. Donc tu disais, on ne peut pas savoir à quelle heure précisément la personne est morte. Non. Mais vous pouvez savoir à quelques heures près, j'imagine? J'aimerais beaucoup pouvoir dire à l'heure près, j'aimerais bien faire de la voyance sous microscope, mais malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, donc non, je ne peux pas. On ne peut pas, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées, on ne peut pas dire. Mais on va essayer de tendre vers quelque chose qui ressemble le plus possible à la vérité. C'est ce qui est important. Jusqu'où on va dans l'analyse ou dans les datations qu'on va donner. Et c'est ça, justement, je vais apporter des éléments qui, pour moi, sont factuels et qui pourront dire, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est contemporain du processus mortel, pour un terme qu'on utilise très fréquemment. Voilà, on va dire que ce sont des lésions traumatiques ou hémorragiques contemporaines du processus mortel, pouvant dater, par exemple, de 1 à 2 heures par rapport au décès. Mais il y aura toujours cette vague d'incertitude. Donc, on va être sur 1 heure, 2 heures, 10, 2, 3 jours, 12 heures, 24 heures, mais il ne faut pas aller au-delà. Pourquoi? Parce que après, on va être dans l'interprétation. Et moi, je pars du principe que ce que j'ai dit, ce que j'écris, parce que ce que j'ai vu sur les lames histologiques, si je ne suis pas capable de redire la même chose dans 10 ans en reprenant les mêmes lames, dans ce cas-là, j'aurais été trop dans l'interprétation. Ce que j'écris, je dois être capable de le redire dans 10 ans. Si je suis capable de redire les mêmes choses, pour moi, le travail est fait. Je suis resté dans mon domaine de compétences, dans ce qu'on m'a demandé. Donc l'interprétation, oui. Les datations, oui. Mais une certaine mesure, une certaine limite. C'est très important. Et est-ce que tu as des histoires qui t'ont marqué plus que d'autres? Toutes les histoires nous marquent. Tous les dossiers sont importants. Tout ce que je te disais, derrière chaque dossier, il y a une victime. Évidemment, il y a une enquête, il y a un processus judiciaire, mais il y a surtout aussi des familles. Donc tous les dossiers nous marquent. Il y a ce fameux dossier que j'ai eu au début de mon activité expertale qui m'a marqué, mais j'en ai d'autres. Actuellement, j'ai beaucoup de dossiers par arme blanche. Je trouve que voilà, on a aussi, malgré tout, un reflet de ce qui se passe en termes d'actualité, de criminalité, dans l'actualité quotidienne. Et effectivement, les décès par arme blanche, en ce moment, je trouve que c'est quelque chose qui est en forte recrudescence. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui m'interpellent beaucoup. Alors, après, c'est propre à chaque expert. Moi, ça fait de nombreuses années que je fais des expertises, donc j'ai l'habitude de travailler avec certains magistrats qui sont mutés, pas mutés, bref, et ce qui fait que ça me permet d'avoir un recueil d'expertises, de prélèvements qui sont maintenant sur l'ensemble du territoire national. Je travaille aussi maintenant avec les territoires ultramarins de façon massive. Je travaille par exemple, que ça soit de Polynésie française, des Antilles, de la Guyane, en passant par Mayotte jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Donc mon recrutement en termes d'expertise est très vaste. Donc naturellement, l'actualité laisse à penser qu'effectivement, oui, j'ai des dossiers qui sont ou marquants ou qui relèvent d'une actualité qu'on peut voir au JT de 20h. Oui. On ne va pas les citer, mais effectivement, tu as des dossiers dont on entend parler. Oui. Et toi, quand tu reçois le prélèvement, tu ne reçois pas que le prélèvement, tu reçois aussi tout le dossier avec l'histoire derrière. Oui. Donc ça peut être des nourrissons, ça peut être ça des peut être âgées. Ça peut être des nourrissons, des personnes âgées, des dossiers effectivement
de victimes pour lesquelles il y a des moyens de forces de gendarmerie ou des forces déployées qui sont considérables, de recherche, et puis il arrive au bout d'un certain temps qu'on retrouve les corps, effectivement. Donc je reçois effectivement beaucoup de ce genre de dossiers. Alors en tant qu'expert, effectivement, on a accès à des documents, ou tout au moins à ces documents qui nous permettent de mieux appréhender, je dirais, notre travail d'expert. Donc voilà, effectivement, on est partie prenante, je dirais, de cette chaîne criminalistique, justement, pour apporter les éléments de réponse, quoi. Là, du coup, tu es plongé finalement dans l'histoire, et comment tu fais pour arriver à être détaché? C'est la mission. Encore une fois, c'est la mission. Quel que soit l'environnement dans lequel on se retrouve, parce que effectivement, on voit que c'est un sujet que l'actualité en parle encore beaucoup. Alors, la NAPAT intervient jamais dans l'hyper-actualité, puisque à partir du moment où, par exemple, il y a un événement criminalistique important, majeur, avec parfois une répercussion nationale, il y a toujours ce temps de l'enquête, il y a ce temps judiciaire qui est plus ou moins long, il y a l'autopsie, et puis nous, on arrive toujours un petit peu après, quoi. Donc la NAPAT, oui, on est dans l'actualité, mais on est toujours un peu décalé, on n'est plus dans l'hyper-actualité. Mais on sait que malgré tout, ce qu'on va répondre, à un moment, ça va ressortir. On va retrouver des éléments de réponse que nous, on aura mis dans nos rapports d'expertise, et on va le retrouver sur certaines paroles ou certaines choses qui sont retranscrites après dans certains journaux. Donc on se dit, ah oui, effectivement, j'ai travaillé dessus, j'ai apporté des éléments de réponse, et peut-être que mon travail était utile, quoi. Malgré tout, ici, on est dans une structure, un laboratoire. Une fois qu'on est sur nos paillasses, on fait fi de tout ça. On est plongé dans les prélèvements qu'on doit analyser, qu'on doit prélever, et voilà. Donc on arrive vraiment, enfin moi je fais une dichotomie complète, je dirais, de tout l'environnement qu'il peut y avoir autour de certains dossiers et ma mission. Donc tu arrives à gérer tes émotions, à laisser de côté Oui. les motifs. Oui. Et ça t'a pas rendu paranoïaque de voir autant d'accidents, de suicides, de meurtres? Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que voilà, je pense que après on a tous notre façon de vivre au quotidien. Voilà, moi non, ça m'a pas rendu plus parano que ça, ou pas plus que ça, quoi. Ça n'a rien changé dans ma façon de vivre. Non. Et ton rapport à la mort, il a changé? Oui et non, dans un sens où j'ai un rapport à la mort effectivement totalement décomplexé. En fait, j'ai un double rapport à la mort. J'ai un rapport professionnel, on en parle en ce moment, on en discute, avec tout ce que j'ai déjà pu dire. Et donc, effectivement, c'est un rapport purement médical, d'expertise, de travail. Et donc, c'est un rapport professionnel totalement décomplexé. Et puis, j'ai un rapport personnel à la mort. Mais ça interpelle chacun, je dirais. C'est la vie de chacun. Je fais la différence entre les deux. Effectivement, quand un proche ou quelqu'un de ma famille vient à décéder, on n'est pas insensible à ça. Ce sont toutes les émotions qui remontent. Et je crois même que c'était, d'en souvenir avoir lu quelque part, je crois que c'était Albert Camus qui disait dans La Chute qu'effectivement la mort réveillait les sentiments et les émotions. Il avait raison en disant ça. Mais ça, c'est mon côté vraiment purement personnel. Voilà. Je ne te cache pas qu'effectivement, comme toute personne qui a une activité professionnelle, j'en reste pas moins père de famille, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Et comme tous les soirs, il y a des soirs où on rentre chez soi, on raconte ce qu'on a fait. Alors évidemment, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas possible. Et puis il y a des dossiers sur lesquels on ne discute pas, on ne parle pas. Mais ça n'empêche qu'on peut partager certaines choses. Donc ce rapport décomplexé professionnel que j'ai à la mort, je l'ai pas distillé, mais je l'ai laissé infuser auprès de mes enfants, qui eux, très tôt, je ne leur ai jamais caché, ont compris, ont su ce que je faisais. Que parfois, lorsque je rentrais tard le soir ou le samedi matin, lorsque je prélevais, ils savaient très très bien que je prélevais des cerveaux, des cœurs, des prélèvements que normalement nous n'avons jamais en ANAPAT standard, puisqu'effectivement, l'ANAPAT standard, c'est pour le vivant, pas pour le mort. Et du coup, je pense qu'eux aussi, ils ont ce regard un peu particulier sur la mort, qui reste factuel dans cet environnement-là. Et ils commencent à avoir cette dichotomie professionnelle, un regard criminalistique, avec parfois un regard intrigué, intéressant.
Ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé parfois, ils ont vu, mais je l'ai fait aussi dans un rôle très pédagogique. C'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ils ont pu découvrir ce que tu découvriras après, la beauté d'un cerveau, et puis aussi la violence des faits. Mais tout ça, ça a été toujours dans un rôle très pédagogique et très progressif. Donc ils ont un rapport à la mort, je pense, qui est sain. Mais voilà, pareil, décomplexé. D'accord. Tout en gardant ce côté personnel, affectif, émotionnel, quand ça touche pas notre intimité, mais si, notre intimité, notre vie. C'est ça, tu as un point de vue professionnel et puis un versant personnel si tu as un deuil ou quelque chose Absolument. comme ça. Ah oui, bien sûr. Une plaie aussi à soigner, quoi. Absolument. Ok. Et est-ce que ça peut être paradoxal, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes vraiment pas? Je sais pas, non, il n'y a pas de choses particulières ou c'est pas que les choses que j'aime pas. Effectivement, lorsqu'on arrive sur des prélèvements qui sont très altérés, très putréfiés ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont bon. Voilà, on a l'habitude, on fait, mais c'est des choses qui sont quand même malgré tout pas très agréables. Parce qu'effectivement, et ça c'est véridique, je trouve que quand on prélève, on a des gants, on a des blouses, on a des tabliers, on a des choses comme ça. Et je trouve que par moment, quand les prélèvements sont très altérés, il y a presque l'odeur de la mort qui reste sur les mains, qui passe à travers les gants. Donc ce phénomène cadavérique, avec certainement ces altérations de putréfaction ou d'altération des protéines, qui est certainement un phénomène chimique que je ne connais pas, c'est pas mon truc, mais je trouve qu'après avoir fait ces prélèvements-là, on a l'impression d'avoir encore cette odeur qui peut rester une journée sur les mains. Et ça me dérange peut-être, même encore maintenant, ça me dérange encore un peu. Voilà, donc voilà, mais... Mes enfants rigolent beaucoup parce qu'ils disent « T'aimes bien la viande bien cuite ?» Oui. Effectivement, voilà, bon, pour bien des raisons. Est-ce qu'on ne développe pas un humour noir Si, ouais, on peut avoir un humour un peu... c'est rigolo. Il faut savoir en rire. Ouais. Oui, bien sûr, c'est rigolo, quoi. Donc, voilà. Donc, sinon, ça ne serait pas drôle. Du coup, donc, tu es aussi réserviste, oui. donc affecté à l'IRCGN. Donc l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Mmh. Et donc avec ce rôle-là, tu vois aussi des histoires autres que ce que tu peux voir à l'IHP Group. Ouais. Qu'est-ce que, par exemple, sur quoi est-ce que tu travailles? Alors, si on reprend l'histoire, effectivement, je suis anapathe. Après, j'ai fait de la médecine légale. Et là, effectivement, on est dans un autre univers qui est l'univers complètement juridique, où on rentre dans des dossiers qui sont incroyables. Et puis, au fur et à mesure de cette expérience, de ce cheminement et de ma volonté, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un autre domaine. Alors là, on est encore dans la spécialité de la spécialité de la spécialité, mais bon, peu importe. Où je me suis rendu compte qu'effectivement, au sein des forces armées, il y avait aussi des dossiers criminalistiques, il y avait aussi malheureusement des personnels qui décédaient, et il y avait aussi des histoires incroyables. Et ça, ce sont bien souvent des dossiers qui ne rentrent pas, je dirais, dans le côté civil, dans le circuit civil classique. Ce n'est pas forcément des personnels ou des dossiers qui vont être traités par des médecins légistes du CHU ou de l'IML qui sont à côté. Et l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle, effectivement, a tout son rôle à ce niveau-là, puisque ça dépend de la gendarmerie nationale, donc ça dépend des forces. Et l'IRCGN a un département qui lui est propre, qui est le DMLO, le département de médecine légale et d'odontologie, au sein duquel il existe véritablement une équipe de médecins légistes qui intervient justement sur ces fameux dossiers, et pour lesquels, effectivement, ils répondent. Cette fois-ci, non pas au procureur ou au magistrat, je dirais de façon, je fais la différence entre le civil et le militaire pour bien comprendre de façon civile, mais qui vont dépendre cette fois-ci de ce qu'on appelle le parquet militaire, le parquet C3 à Paris par exemple, ou qui vont répondre aussi également face aux demandes du parquet national antiterroriste, le PNAT. Et donc l'IRCGN a ses missions, justement. Et pour revenir à pourquoi je suis réserviste, c'est que je me suis rendu compte que l'IRCGN avait beaucoup d'expertise, puisque c'est quand même le centre de criminalistique de référence en France, mais ils n'avaient pas d'anapathe.
Donc il y a 8-9 ans, j'ai pris ma plume et j'ai envoyé une lettre au directeur de l'IRCGN en disant voilà, si vous voulez, je peux vous proposer de faire vos expertises si, et seulement si, vous en avez besoin. Ça n'a pas loupé, 10 jours plus tard, j'avais le directeur de l'IRCGN qui m'a appelé au téléphone en me demandant ça nous intéresse beaucoup, il faut qu'on se voit. Donc, pour faire court, on s'est rencontrés et on a commencé à travailler comme ça. Donc, sur une collaboration qui a été très progressive, puisqu'effectivement, là, on est sur d'autres dossiers. Donc, effectivement, dans le civil, il y a le secret de l'instruction, mais à l'IRCGN, on est sur des dossiers qui sont parfois un petit peu plus sensibles. Donc, on a commencé à s'apprendre à travailler ensemble, jusqu'à un moment où, effectivement, le fait de devenir réserviste est quelque chose qui est devenu totalement naturel. Autant pour eux, c'était une garantie d'avoir une personne qui apportait ses compétences, avec un statut militaire lorsque les journées de réserve sont déclenchées, et aussi pour moi une certaine appétence, je dirais, dans tout ce milieu-là que je ne connaissais pas et que j'avais envie de découvrir. Et puis, quelque part, mais là c'est plus personnel, l'envie voilà, de donner un peu de mon temps, je dirais, pour l'institution, et qui était pour moi fondamentale. Donc on s'est retrouvés à plusieurs, à un moment T, à un instant T, à un moment donné, où effectivement ça répondait à plusieurs questions. Donc je suis devenu réserviste pour ces raisons-là. Médecin, donc réserviste du SSA. Évidemment, je n'ai pas de temps de commandement, je ne fais pas de commandement, je ne fais pas d'état-major, donc je suis vraiment à part. Et c'est pour ça que le SSA a décidé, de façon concertée évidemment avec l'IRCGN, de m'affecter uniquement à l'IRCGN pour des missions qui sont bien spécifiques, à savoir la réalisation des expertises médico-légales de tout ce qui peut se passer au niveau des forces. L'IRCGN a ses compétences, le parquet militaire a ses compétences, puisque c'est un parquet à vocation nationale, mais il travaille aussi sur certains dossiers qui touchent aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc effectivement, c'est une ouverture sur tout un domaine que je ne connaissais pas et sur lequel, non pas que je n'avais pas accès, et c'est normal, mais pour lequel effectivement il n'y avait pas d'anapathe. Voilà. Effectivement, donc c'est toute une nouvelle partie que tu as souhaité découvrir. Oui. Et donc l'IRCGN, ça va être, donc, comme tu disais, soit les gros dossiers criminalistiques connus de la nation, soit le personnel militaire donc, qui décède du coup en opération. Et tu t'occupes aussi des affaires non résolues, c'est ça? Alors voilà, alors ça, je dirais, ça fait partie de l'éventail des choses que l'IRCGN peut faire. Et donc l'IRCGN, c'est une boîte à outils fabuleuse. Lorsque un parquet militaire ou un autre, un parquet national antiterroriste, et maintenant le parquet qui a été ouvert en 2022, qui est un parquet à vocation nationale, sur tout ce qui est les affaires non élucidées, a tendance à s'orienter vers l'IRCGN justement parce qu'il sait qu'il a cette fameuse boîte à outils où dedans il sait qu'ils vont retrouver tous les experts qui ont besoin pour justement travailler sur ces dossiers criminalistiques. Et la liste est connue, il suffit d'aller sur Wikipédia, tu as toute la liste des dossiers, les cold cases comme on dit tout simplement, voilà, sur lesquels certains dossiers sont réouverts, réétudiés, et de façon à avoir un œil nouveau ou un œil différent, pouvoir appliquer des techniques différentes, reprendre les dossiers qui ont été vus il y a 30 ans, 40 ans, et pour lesquels pour l'instant il n'y a pas de réponse, mais peut-être qu'avec les techniques de ce jour, actuellement, les expertises, on va pouvoir apporter des éléments substantiels, complémentaires, et peut-être résoudre certaines affaires. Il suffit de regarder l'actualité, certains dossiers sont actuellement réouverts, certains dossiers aboutissent justement à des inculpations, encore très récemment. Et donc effectivement, quand on voit ces dossiers, quand on voit l'IRCGN qui est saisi pour ces dossiers-là, il est fort à parier effectivement que derrière l'ANAPAT suit, quoi. Donc effectivement, voilà, je peux participer sur ces dossiers-là en essayant d'apporter un œil différent. C'est une question de prisme. On est sur une interprétation en ANAPAT de l'âme, donc d'image, donc on essaye d'avoir un prisme un peu différent. D'accord. Pour qu'on donne des exemples concrets, donc ça a été dit dans l'actualité, par exemple, l'IRCGN a travaillé avec les forces ukrainiennes pour mettre en évidence les crimes de guerre qui ont été commis ou des crimes contre l'humanité. Récemment, ils sont allés à Mayotte pour identifier les victimes. Donc c'est vrai que c'est des affaires assez
assez diversifiées. Oui, c'est des affaires diversifiées, retentissantes. Alors là, on est plus, je dirais, sur le cold case, hein, on est Bien plus sûr. sur mais c'est effectivement une des missions que l'IRCGN réalise, effectivement, que ce soit de concertation avec différentes forces alliées. La mission Ukraine est une mission totalement publique et qui a été largement publiée. Effectivement, il y a mes confrères légistes, enfin, pour ne pas dire mes camarades, du DMLO qui sont partis, je dirais, sur les charniers qui ont été découverts en Ukraine suite aux événements. Ils sont allés au plus près du front, effectivement, tout ça de façon concertée avec les forces françaises, avec les forces ukrainiennes. Il y avait la procureure qui était sur place, avec les médecins légistes qui ont été sur place pour essayer justement de rechercher et de mettre en évidence des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Donc voilà, ce sont des missions particulière, on sent bien l'impact qu'il y a derrière, on sent bien, non pas l'urgence, mais tout au moins la sensibilité de ces dossiers-là, et le rôle justement des experts qui sont déployés. Moi, j'y suis pas allé, parce que moi, mon anapath, il est en seconde ligne, hein, il est dans mon bureau, il n'est pas d'aller là-bas. Mais malgré tout, c'est effectivement de se dire, voilà, il faut que mon travail reste le même. On oublie l'actualité, on oublie les prélèvements et on réalise notre mission. C'est très important. Donc ça te fait effectivement un rythme assez soutenu, je pense, entre le civil et le Ah oui, oui, alors, le les journées métier sont plus que bien remplies. Oui, et actuellement, le plan réserve, on en parle beaucoup, la loi de programmation militaire actuellement et le plan réserve 2035, effectivement, qui est soutenu actuellement par ministre des Armées, M. Lecornu, précise bien qu'effectivement, la montée en puissance de la réserve opérationnelle, c'est à la fois de l'opérationnel, du commandement, de l'état-major, mais il cherche aussi à rechercher des compétences ou des capacités qu'ils n'ont pas en interne. Ce que je fais est un exemple tout simple. L'expertise anapath médico-légale, c'est vraiment une niche très particulière. En apportant ceci, on crée véritablement une vraie collaboration, une vraie synergie. Et elle est d'autant plus appréciable qu'effectivement, le SSA, l'IRCGN a une vraie reconnaissance de l'expertise apportée. Et moi, la satisfaction d'apporter autre chose et de faire autre chose. Alors, c'est intéressant pour l'IRCGN, pour le SSA, pour l'institution. Évidemment, moi, je suis très content parce que je fais des dossiers particuliers. Et puis, j'oublie pas d'où je viens. Je suis à l'IHP à Nantes. Et voilà. Alors, même si on ne communique pas dessus, pour bien des raisons, ça fait partie des choses qui permettent de valoriser la structure du labo. On a tous, en tant que médecins ici, des compétences. Le but, c'est pas de les mettre en lumière, mais de se dire, voilà, on a ça aussi chez nous et on fait. Les journées sont bien remplies, tu disais, oui, il y a le travail d'anapath qui m'occupe à plein temps, il y a le travail de la médecine légale qui est du plus, et puis il y a ce fameux travail de réserviste, voilà, et pour lequel ça nécessite un investissement, effectivement. Sans oublier, après, on rebascule dans le privé, la famille, mon épouse et mes enfants. Voilà. Donc, chaque chose doit être préservée, c'est très important. Il faut trouver un équilibre dans tout ça. C'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident, c'est un beau challenge à je crois trouver. que tu es bien placé pour le savoir. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, effectivement. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de ton labo. Voilà. Et puis de nous avoir fait découvrir ton métier.